Je veux vous montrer l'incroyable croissance qui s'est produite depuis notre dernière visite ici, le 5 juillet. Nous sommes maintenant le 12 septembre. Entre ces deux dates, nous avons connu une croissance fantastique. Tant que vous avez assez d'humidité surtout, et cet été nous avons eu des pluies abondantes et une chaleur raisonnable. Nous sommes dans un climat tempéré ici, donc il ne fait pas anormalement chaud. Je compatis avec ceux qui ont souffert de la terrible chaleur estivale. Nous ne connaissons pas cela. Nos journées les plus chaudes étaient début septembre, autour de 30 degrés Celsius, soit milieu des années 80 Fahrenheit. Nous venons d'avoir une semaine comme ça, et cela, après les pluies de l'été, a vraiment préparé le terrain pour un automne splendide. Je me sens vraiment chanceux. Je veux maintenant partager avec vous ce qui s'est passé dans le petit jardin ici, pendant cette brève période de 10 semaines. Les poireaux Tornado Autumn Mammoth sont semés en multiplantation début avril. Vous pouvez me voir les planter dans la deuxième vidéo de cette série qui date de la mi-mai et ils étaient bien plus petits que ça début juillet. Et maintenant, nous avons une belle croissance et une chose que j'ai faite pour les aider à mieux pousser, mais aussi pour réduire la population de limaces et d'escargots. Beaucoup d'entre eux se cachent dans ces poireaux à cause de la pluie que nous avons eue. Il y a une population assez élevée. Et cet été, les limaces et les escargots étaient présents, mais les dégâts restent limités. Et je remercie beaucoup la méthode sans labour pour cela. Et il y a une bonne population de carabes, par exemple, qui mangent les œufs de limaces. Et vous savez qu'il y a un habitat ici. Mais si vous regardez dans ce poireau, par exemple, ici où j'enlève la feuille extérieure, et c'est ce que je fais, je l'appelle vers le bas, et ensuite elle se détache à la base. J'ai fait cela pour cette raison. Voilà l'escargot. Mais je fais cela à cause de la rouille et en fait j'avais déjà enlevé l'extrémité de celui-ci, donc la rouille s'accumule et elle ne se propage pas vraiment ni ne nuit à la croissance, mais en fait ça a juste l'air beaucoup plus joli sans la rouille. Et je mets ça au compost, y compris l'escargot, bonne chance à lui où qu'il finisse. Donc faire cela va simplement réduire un peu la population d'escargots et puis ici, les fraises suivent les betteraves, ce qui n'était pas prévu. À la fin de cette vidéo, je veux aborder la planification. En culture sans labour, tout s'enchaîne sans contrainte de rotation. Ici, un ami m'a généreusement offert des plants de fraises à l'improviste. La question est, où vais-je les planter ? Cet espace vient de se libérer après la récolte des betteraves. Elles étaient vraiment bonnes, avec un rendement d'environ 3,5 kg et regardez ça, donc en fait on a déjà cueilli quelques fraises ici. Je ne m'y attendais pas, c'est parce qu'elles ont été conservées au froid et je pense que ça induit la floraison d'automne. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière sur la parcelle précédente. On verra ça bientôt. Celle-là a 1 an maintenant. C'est une variété appelée Florence. Elle a vraiment un très bon goût en fait. Je suis vraiment impressionné par Florence et vous pouvez aussi voir que l'aneth et la coriandre sont plantées. Nous en avons cueilli quelques-uns, pas suffisamment, mais c'est agréable de les avoir. Elles sortiront bientôt avant de laisser tomber trop de graines. Et en fait, entre les fraises, il y a aussi de la mâche qui pousse, de la doucette, et je les ai semées dedans. Dans une vidéo que j'ai faite il y a 1 semaine, elles ont poussé très vite grâce à la chaleur. C'est vraiment incroyable en ce moment. Je viens d'arroser légèrement après avoir semé, ce qui a suffi pour les faire pousser. Les fraisiers se faneront un peu pendant l'hiver, ce qui permettra de récolter la mâche avant que les plants de fraises ne développent leurs feuilles au printemps. Ici, il y avait de la laitue et il y a eu un petit intervalle avant que je plante des blettes repiquées qui avaient environ 2 semaines. Nous avons déjà récolté plus de 3 kg de feuilles. Vous savez, la blette est une plante à très haut rendement et je la récolte en cueillant les feuilles extérieures. Donc je les tords simplement comme ça pour une récolte régulière et vous pouvez faire le tour de la plante. Pour faire cela, elles sont en fait semées en multi, donc nous en avons 1 ou 2 ici, de différentes couleurs. Regardez juste celles-ci magnifiques. Celles-ci viennent en fait de graines maison que j'ai semées, récoltées en août dernier, il y a un peu plus d'1 an. Et nous aurons encore pas mal de récoltes de celles-ci parce que ce sont de jeunes plants avant l'hiver. Il y a de bonnes chances qu'elles survivent aussi à l'hiver dans cet endroit un peu abrité ici. Ensuite, nous aurons encore plus de blettes et il se peut bien que je laisse celle-ci. C'est une quantité raisonnable de plantes à laisser monter en graines. En pensant à l'avenir, j'ai remarqué l'efficacité des graines de blettes maison utilisées cet été.
Les plantes sont vigoureuses et de qualité. La croissance est forte à chaque fois, mais il faut en garder beaucoup pour avoir des graines. Ici, ce n'est pas aussi bien. Nous sommes dans le coin des escargots des ménagères et vous pouvez voir les dégâts. Normalement, j'enlèverai ces feuilles abîmées, mais c'est du chou de Savoie. Il ne fera peut-être pas un gros chou de Savoie. C'est 2, 3 ou 4 pourraient. Je veux dire, celui-ci est beau. Ceux-ci ont été plantés après les oignons avec un filet par-dessus. Je les ai repiqués le 25 juillet. Donc ça fait moins de 2 mois, environ 7 semaines. Ils grandissent rapidement. Regardez ceux-ci plantés le même jour que ceux là-bas, mais ils en ont profité davantage. Ceci est du calabrese et il y a un chou-fleur là-bas, en fait un chou-fleur violet. Nous verrons ce que ça donne, similaire aux autres. Je les plante aussi pour voir le chou de Savoie. Le chou-fleur sera prêt vers octobre. Puis, une fois récolté, le chou de Savoie aura de la place pour pousser, ainsi que ses calabresses. Ils formeront leur tête à l'automne, et ils ont été protégés par un filet, ce qui a permis de tenir les insectes à l'écart. Je trouve que cela aide vraiment pour la plantation des brassicacées en été, car les insectes peuvent causer beaucoup de dégâts. Ici, les tomates ont été incroyablement réussies. Ce sont des graines que j'ai reçues d'Autriche et qui ont été sélectionnées pour leur résistance au mildiou. Si vous regardez sur le site web de Kalinaris, qui est en allemand, mais aussi avec une traduction anglaise, vous pouvez en apprendre plus sur ces variétés. 2 variétés que je recommanderais sont Sonviva et Rondo Grandi. Et vous voyez, nous avons ici une sélection toute différente. L'une d'elles a déjà été récoltée et terminée. Et ces plantes de tomates ont été très résistants au mildiou. Nous avons récolté plusieurs kilos de tomates et ils ont tenu jusqu'à la fin de la saison. C'est vraiment formidable. J'ai enlevé les feuilles du bas et les gourmands. Il ne faudra plus longtemps pour pouvoir les cueillir. L'interculture ici, ce sont des épinards repiqués il y a 1 semaine, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente. Donc ces plants d'épinards ont probablement environ 4 semaines maintenant. Ils devraient survivre à l'hiver. Et je vais couper soigneusement autour de la base du plant de tomate pour laisser la plupart des racines dans le sol. Et puis cet épinard, par exemple, très proche, ne sera pas trop dérangé et pourra continuer à pousser avec les racines de tomates qui se décomposent encore. Ce sont de magnifiques plantes et elles ont l'air un peu plus ordinaires qu'elles ne le sont en réalité. Ce sont des chicorées très intéressantes pour le radicchio. Donc celles-ci et l'endive ont été plantées après les pois. Les cultures d'été ont donné un rendement très élevé. Nous avons eu environ 5 kg de pois mange-tout provenant du tipi ici. Comment savoir quand ils sont prêts? Vous sentez que c'est le cœur ou la tête, et comme celui-ci, il est assez lâche. Celui-ci est assez ferme. Celui-ci est vraiment ferme. Je vais donc simplement le couper pour vous, en arrachant les racines, en les tordant. Je veux retirer la racine principale. Elle repousse ce que vous pourriez vouloir, mais moi, en fait, je ne le souhaite pas. Donc ça ira sur le tas de compost. Ensuite, si vous voyez, Oh, regardez, il y a un escargot. Il y en a plein en ce moment. Mais regardez, il n'y a aucun dégât sur la partie vraiment importante de la plante. D'après mon expérience, ils sont plus intéressés à manger les feuilles extérieures en décomposition. Et ici, nous avons le magnifique radicchio. Plus vous enlevez ces feuilles, je veux dire, vous pourriez les manger, mais je fais ça juste pour vous montrer, plus vous arrivez au cœur magnifique et aux couleurs intenses. Et ces têtes se conserveront longtemps si vous le souhaitez. Donc en les semant en début juillet, ils produiront vers octobre-novembre et pourront même être consommés en hiver. Une plante vraiment utile. Et ceux-ci sont à beaucoup plus court terme. Donc les haricots verts sont allés après le chou et le brocoli. Et je suis presque sûr que vous pouvez me voir les planter ou juste les mettre en plan dans la dernière vidéo. Donc ils sont en place depuis début juillet et nous les récoltons. Eh bien en fait nous les avons récoltés hier. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de haricots dessus. Ils vont en produire encore, certaines des plantes en tout cas. Vous pouvez voir les fleurs. Elles ne seront bientôt plus là. Donc encore une fois, en anticipant, que pourrait-il arriver ici ? Les options à cette période de l'année, si vous avez des plants à repiquer, ce qui est mon cas. Donc ma façon de faire est de semer les choses quand il faut les semer. Les oignons nouveaux, le chou et le chou-fleur de printemps étaient prêts fin août pour notre climat. Ensuite, il y avait les plants. Quand je sème et élève des plants, je ne sais pas toujours exactement où les mettre.
Je plante toujours plus que nécessaire pour avoir des options. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Je pense à mettre du chou-fleur de printemps ici, car ceux de l'hiver dernier, là où sont les poireaux, ont très bien poussé dans ce jardin protégé par les bâtiments. Ça a peut-être gardé la température plus élevée ou coupé les vents froids venant de cette direction. Et donc, c'est un des avantages des arbres du voisin. Donc oui, choisir son environnement fait aussi partie du processus. Ce fenouil n'est pas en terre depuis très longtemps, parce qu'il y avait des concombres ici, que je n'ai commencé à récolter qu'au début juillet, donc il y a 10 semaines. Et on a eu 7 kilos de concombres sur cette parcelle. Il n'y avait que 2 plants de concombres. Et ça a été un vrai plaisir de les récolter. Franchement, ça a été un super été pour les concombres ici. Donc tous les 2 ou 3 jours, on pouvait venir en cueillir 1 ou 2, quasiment 1 par jour sur ce petit espace. Un bon endroit pour eux, un peu abrité par la chaleur de la maison et tout ça. Mais ensuite, ils commencent à attraper de l'oïdium, ce qui ne m'inquiète pas trop parce que c'est la fin naturelle de leur cycle de vie. J'ai coupé les fenouils à la base, les ai mis au compost, puis j'ai planté ces fenouils repiqués. Ils ont été semés fin juillet, puis repiqués ici vers la mi-août. C'est pas ça, oui, parce que je les ai mis même. Les concombres ont fini tôt, c'est vrai. C'était vers le 19 août que ces fenouils ont été plantés. Et ici, il y avait des carottes avant, et au départ, je pensais mettre des poireaux ici, mais j'avais déjà planté des poireaux là-bas. Alors, d'accord, qu'est-ce que je mets ici? C'était surtout une question de timing. C'était parfait pour celle-ci, encore une fois, des chicorées de différents types. Vous pouvez voir celle-ci, une belle longue appelée Trévise et aussi de l'endive dont je cueille les feuilles extérieures. Donc c'était comme le dîner d'hier soir, j'ai enlevé les feuilles extérieures, ça passait de ça à ça. La végétation repoussera vite pour une nouvelle récolte. Ces feuilles sont amères, on ne peut pas y échapper. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ne sont souvent pas assez cultivées. Je pense qu'on n'en cultive pas assez parce qu'elles sont vraiment bonnes pour la santé. Mais aussi, si on met une vinaigrette sucrée dessus, comme je l'ai fait, et que je l'ai donné à Édouard qui filme et qui n'aime pas ces feuilles amères, en fait, il les a mangées. Il ne disait pas que c'était délicieux, mais vous savez, il faut être un peu créatif avec la nourriture. Et franchement, qu'est-ce qui pourrait être plus sain que ça? Je pense toujours qu'une plante qui a l'air vraiment saine et vigoureuse, comme ces endives en ce moment, elles sont en pleine saison. C'est leur période de croissance maximale de la germination en été jusqu'au développement des feuilles en automne. Et pour moi, ça veut dire qu'elles sont prêtes à être consommées. Elles nous apportèrent la santé lorsqu'elles étaient ainsi. Donc oui, ce sont des fraises. Waouh! Elles ont beaucoup poussé parce que au début juillet, après qu'elles aient fini de donner des fruits, donc elles ont surtout fructifié en juin, je les ai coupées au ras du sol, j'ai étalé un peu de compost, 2 cm, peut-être un peu moins d'1 pouce. Et voilà ce qui s'est passé depuis. Alors, quelle est la prochaine étape? Eh bien, je vais nettoyer les stolons parce que si je laisse trop de stolons produire de nouvelles plantes, ça va devenir une vraie forêt. Et puis, au printemps et en été prochain, il y aura beaucoup de petites fraises plutôt que moins de grosses. Il y aura sûrement beaucoup de limaces et d'escargots à l'intérieur. Certains de ces stolons portent maintenant des fruits. Avant de tous les enlever, il faut en sélectionner plusieurs. J'aurais presque besoin d'une truelle. Je sens qu'il y a beaucoup de racines sur celui-ci. Voici une plante magnifique et en excellente santé. Donc si je casse maintenant cette tige et celle-ci, la tige et celle-ci, au bout de cette tige, il y a un autre potentiel de fructification. Une petite racine s'y est développée. Vouloir planter de nouvelles plantes à cette période est complètement fou. Ensuite, tout ce que tu fais, c'est que j'ai un pot de compost ici. C'est donc simplement du terreau universel classique. Contrairement à la plupart des plantes que je cultive, les fraises n'aiment pas à être plantées trop profondément. Donc je ne vais pas l'enfoncer trop profondément, mais juste mettre les racines dedans et m'assurer que le terreau entoure bien les racines. Tassez le tout et assurez-vous que c'est bien ancré. Les feuilles sur le dessus pourraient le faire bouger. De toute façon, je vais le mettre à l'abri du vent, dans la serre dans mon cas. Effectivement, je tasse avec une bonne pression. Et ensuite, je vais lui donner un peu d'eau et il va se flétrir un peu à cause du dérangement, mais ça fera une belle nouvelle plante que je vais ensuite transplanter dans une boîte à champignons remplie de compost, 3 ou 4 dans une boîte. Ce sont des boîtes d'environ cette taille et je les garde dans la serre ou le tunnel en plastique pendant l'hiver.
J'ai fait ça l'année dernière et j'ai eu de magnifiques fruits après un hiver très froid, de fin mars à tout le mois d'avril, quand ils sont vraiment exceptionnels. Mais c'est beaucoup de travail, mais en réalité c'est une activité joyeuse avec une belle récolte. Ce malapi, nous l'avons vu la dernière fois et il était très petit et il a fleuri tout l'été. Une variété fantastique appelée Vulcan, dont vous pouvez maintenant récolter les graines. J'ai commencé à le faire un peu. Petite gousse de graines issue de la transformation des fleurs. Et si vous la récoltez puis la gardez au sec pendant un moment, vous devriez pouvoir en extraire les graines pour les semer en mars ou avril prochain. Pour les zinnias, c'est un peu plus difficile. Ils mettent du temps à produire des graines, mais j'aime beaucoup ces fleurs annuelles pour leur couleur vive. Ça illumine vraiment le potager, surtout ici au bout. Et enfin la Tayberry. Je n'ai pas très bien réussi celle-ci. Je ne suis pas un expert en fruits, mais j'espère que vous appréciez de voir mes expérimentations. Je vais couper celle-ci, ce que j'aurais dû faire avant, je m'en rends compte maintenant. Donc en gros, celle-là et celle-ci ici, c'est la tige fructifère. Je pensais qu'ils allaient faire pousser des rejets à partir d'eux. Je me rends compte maintenant qu'ils ressemblent plus à la mûre, mais qu'ils ne fait pas ça. Donc ceux-ci sortent. Et ensuite vous verrez la tige principale, mais nous n'en avons qu'une. Donc voilà la partie principale. Donc c'est la nouvelle tige. Et en fait, je l'ai un peu pliée au sommet parce que je ne veux pas qu'elle aille trop fort contre la fenêtre là-bas. Et j'espère maintenant que ça va envoyer quelques rejets le long de ses côtés. Donc ça c'est pour l'année prochaine. Voici le plan que j'ai fait début mars. Et à partir de là, je peux voir que la plupart de mes premières plantations se sont déroulées plus ou moins comme je l'avais noté ici. Les carottes ont été remplacées par des épinards, puis par des concombres. Je n'avais pas encore pensé à ce que je planterais après. Donc ça c'est le fenouil. C'est très bien, troisième plantation de l'année. Après le brocoli et le chou, j'avais pensé à de la laitue, mais finalement on a des haricots verts. Je veux dire, c'est le genre de choses que tu peux improviser au fur et à mesure, selon le nombre de plants que tu as de chaque chose et ce que tu veux cultiver. Au milieu, c'est prévu pour les tomates. Je n'y avais pas pensé, mais je mets souvent des épinards à cet endroit. Et c'est utile de garder ça en tête pour les plantations ou les nouvelles plantations qui s'enchaînent bien avec celles déjà en place tout au bout, là où étaient les pommes de terre. Et maintenant, ce sont les brassicacées d'automne. Encore une fois, je n'avais pas prévu ça ici, mais je sais juste au fond de moi que c'est une possibilité. Je pensais plutôt aux poireaux et ainsi de suite. Tu sais, les fraises, comme je l'ai dit, c'était inattendu. Donc c'est bien d'avoir quelques espaces libres dans ton plan, d'avoir un plan général et de simplement savoir quand tu peux semer les choses, quand tu peux les repiquer et avoir une idée approximative du calendrier. Et en fait, nous produisons et je vends un calendrier mural que tu peux accrocher, un calendrier des semis qui te permet d'avoir une référence rapide, mois par mois, de ce qu'il est possible de semer à différents moments. Et ça peut simplement t'aider à t'orienter. Mais ça restera toujours flexible et c'est peut-être l'un des grands plaisirs du jardinage. Tu sais, on a cette liberté et je dirais surtout avec la méthode sans labour parce que tu as une bonne santé du sol et de la fertilité, ça t'offre encore plus de possibilités en permanence.